Il est 21h30 à Paris, 22h30 à Khartoum. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus, heureux de vous retrouver à la une de l'actualité africaine. Aucun accord de trêve n'a été trouvé au Soudan pour la période du Ramadan, alors que le pays est plongé dans une guerre civile depuis près d'un an. Ce lundi, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit atterré par cet échec dans les négociations. C'est désormais officiel, Succès Masra est candidat à la présidentielle du Tchad prévue le 6 mai prochain. L'actuel Premier ministre a été investi dimanche par son parti Les Transformateurs. On reviendra sur son parcours dans cette édition. Enfin, on terminera en Côte d'Ivoire, en immersion au sein de la section féminine de l'Atlético Football Club d'Abidjan, témoin des difficultés économiques du football féminin dans le pays qui ont contraint l'équipe nationale à faire une croix sur les Jeux Olympiques 2024 de Paris. On débute cette édition au Soudan où l'espoir d'une trêve pour le Ramadan s'amenuise. C'est en substance ce qu'a annoncé l'armée avec à sa tête le général Abdel Fattah al-Burhan, alors que les forces de soutien rapide, cette milice paramilitaire dirigée par le général Hemeti, s'était pourtant dite favorable, une situation que déplore le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. On l'écoute. Aujourd'hui, je renouvelle mon appel à la cessation des hostilités au Soudan pendant le Ramadan. Les combats doivent cesser pour le bien du peuple soudanais qui souffre de la faim, d'horreur et de souffrances sans nom. À Gaza, au Soudan et ailleurs, l'heure de la paix a sonné. On écoute maintenant les précisions de notre correspondant régional, Bastien Renouille. La communauté internationale a affiché son optimisme suite au discours d'Antonio Guterres devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais voilà, ces espoirs ont vite été douchés par le communiqué du général Al-Atta, l'un des chefs de l'armée soudanaise, qui affirme qu'il y a une seule solution pour pouvoir mettre en place un cessez-le-feu, que les forces de soutien rapide se retirent des habitations civiles et des bâtiments publics. Or, cela avait très peu de chances de se produire étant donné que la guerre continue, notamment à Khartoum, la capitale du Soudan, où l'armée bombarde régulièrement les bâtiments, où les RSF se cachent à l'intérieur des habitations civiles, où la guerre continue, où l'armée est en ce moment même à l'offensive, notamment dans la ville d'Omdurman, et où elle gagne du territoire dans cette ville qui est la ville voisine et jumelle de Khartoum. Et il y avait une autre raison aussi qui fait que ce cessez-le-feu était hautement improbable. Les RSF d'un côté et l'armée de l'autre côté ont très peu de respect pour le mois sacré des Ramadan, qui est pourtant si important pour les musulmans de par la planète. Rappelez-vous, l'an dernier, la guerre a commencé au mois d'avril. Le Ramadan a débuté peu de temps après. La communauté internationale a appelé un cessez-le-feu. Ni les RSF ni l'armée ne l'ont respecté. Et puis en 2019 aussi, il y avait la révolution au Soudan. Des civils étaient descendus pacifiquement dans les rues de Khartoum pour appeler à la chute du dictateur Omar el-Béchir. La chute a eu lieu. Les manifestants sont restés dans les rues pour appeler à une transition vers la démocratie. Le Ramadan a débuté. Et puis le 3 juin, les forces de soutien rapide sont descendues dans les rues, ont tué plus d'une centaine de personnes, ont fait fuir les autres. Elles ont mis fin à la révolution soudanaise. Alors, cette fois-ci, plus personne ne croyait qu'un cessez-le-feu pourrait réellement voir le jour en cette période de Ramadan. Et en Guinée, c'est ce mardi que débute le mois du Ramadan, un mois de jeûne qui sera affecté par l'inflation qui préoccupe les populations. Sous pression, les autorités ont décidé dimanche d'une baisse des prix sur 3 produits, l'huile, l'oignon et le sucre, une mesure jugée insuffisante pour certains Guinéens qui réclament une baisse générale des prix. Le reportage à Conakry de Malik Diakité et Sarah Sako. Tous les soirs depuis 3 semaines, ces jeunes se donnent rendez-vous à un carrefour différent de Conakry pour donner un concert de casseroles. Un bruit du citoyen pour dénoncer la vie chère qui empoisonne le quotidien des Guinéens. Les denrées alimentaires sont montées vertigineusement. Donc personne n'a là où se plaindre. Alors nous nous sommes dit de venir faire ces bruits-là en alerte pour alerter les autorités. En Guinée, les autorités fixent les prix des denrées de première nécessité. Fin janvier, le gouvernement avait justifié l'augmentation des prix par l'inflation dans les pays producteurs. Ce dimanche, il annonce une réduction sur l'huile, le sucre et l'oignon, un effort loin de satisfaire ce défenseur des consommateurs guinéens. Nous recommandons la diminution pure et simple des prix des denrées alimentaires compte tenu de la cherté de la vie actuellement. L'activité économique est en ralenti, il n'y a même pas d'électricité. Le sac de riz, principal aliment des Guinéens, a par exemple subi une augmentation de près de 15% ces dernières semaines. Une flambée qui s'explique par les cours à l'international, selon ce responsable au ministère de l'Agriculture.
On est simplement dépendant en partie du riz importé de l'étranger et il y a pour des raisons propres à ces pays importateurs, notamment l'Inde, où il y a eu des mesures qui ont fait que les taxes ou le prix du riz a augmenté. Et voilà pourquoi le prix du riz a augmenté aussi en Guinée. L'explosion du principal dépôt d'essence en décembre, avec pour conséquence des tensions sur le marché du carburant, contribue également à cette situation. On s'arrête au Tchad où Succès Masra, Premier ministre de la transition, fera face à son président Mahamat Idriss Déby lors de la prochaine présidentielle prévue le 6 mai prochain. Il a été investi ce dimanche par son parti Les Transformateurs lors d'un grand meeting à N'Djamena. Retour sur le parcours de l'ex-opposant, le récit de Clémence Valère. C'est une annonce qui était attendue. Le Premier ministre du gouvernement de transition tchadien, Succès Masra, a été investi par son parti comme candidat à la présidentielle du 6 mai. Je réponds présent comme candidat à l'élection présidentielle du 6 mai 2024 pour réparer les cœurs, réunir les talents, réconcilier le peuple autour de l'essentiel afin de libérer les énergies de transformation du Tchad. En 2018, Succès Masra quitte son poste de haut fonctionnaire de la Banque africaine de développement pour fonder le parti Les Transformateurs. Il devient par la suite l'un des principaux opposants au maréchal Idriss Déby Itno. Après 30 ans au pouvoir, ce dernier est tué en se rendant au front le 19 avril 2021. Le lendemain, Mahamat Idriss Déby Itno, fils du maréchal, est désigné chef d'État par 15 généraux. Cette nomination est un coup d'État, selon Succès Masra. Il est clair que nous ne voulons pas de coup d'État dans ce pays. Ils essaient de s'assurer qu'ils remplacent un Déby par un autre Déby. Les Tchadiens disent qu'ils ne veulent pas du système Déby. Avec d'autres partis d'opposition, il organise des manifestations interdites ou systématiquement réprimées. Celle du 20 octobre 2022 le marquera. Un bilan fait état de centaines de jeunes tués par les forces de l'ordre et au moins 1 millier d'autres personnes emprisonnées. Tandis que le pouvoir ne reconnaît qu'une cinquantaine de morts, Succès Masra fuit le pays. Il revient sur le territoire le 3 novembre 2023, 3 jours après avoir signé un accord de réconciliation avec la junte, amnistiant notamment tous les manifestants du 20 octobre 2022. Le 6 mai prochain, il sera notamment face au président de la transition en exercice, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Allez, en bref, au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais de Karim Wade a déposé ce lundi un recours à la Cour suprême pour violation de la loi électorale. Ils espèrent ainsi obtenir l'annulation du décret présidentiel convoquant le corps électoral pour les élections prévues le 24 mars. C'est la première visite de ce genre au Rwanda. Jean-François Ricard, le chef du parquet antiterroriste français, est arrivé à Kigali ce lundi pour une visite officielle. L'objectif, améliorer la coopération avec les autorités rwandaises pour pouvoir juger au plus vite les présumés génocidaires qui vivent en France. Une visite qui intervient à un mois du 30e anniversaire, ou des commémorations plutôt, du génocide contre les Tutsis. Les précisions avec Clément Diroma. Une quarantaine de dossiers contre des présumés génocidaires sont en cours en France, selon Jean-François Ricard, chef du parquet antiterroriste français en charge des crimes contre l'humanité. 7 hommes ont déjà été condamnés pour des peines allant de 14 ans de prison jusqu'à perpétuité. En visite pour la première fois à Kigali, le procureur a expliqué vouloir mieux poursuivre et juger les personnes accusées de génocide résidant sur le sol français. Le Rwanda a lancé ses premiers mandats d'arrêt internationaux concernant Paris dès 2007. Mais la France ne coopère avec Kigali que depuis quelques années. Pour des associations de survivants qui dénoncent la présence dans l'Hexagone d'une centaine de personnes qui seraient impliquées dans les massacres de 1994, les procédures sont trop lentes, mais le procureur assure qu'elles s'accélèrent. Pour la première fois, nous aurons à la fin de cette année, en même pas 3 ans, 5 procès en première instance, avec à chaque fois des procès en appel. Donc vous voyez, on est loin d'un ralentissement, on est tout le contraire, on est dans une accélération extrêmement forte de ces jugements et c'est une décision qui s'inscrit en profondeur et dans le temps.
Selon le procureur, plusieurs équipes d'enquêteurs du parquet viennent chaque année au Rwanda pour poursuivre des dossiers. Sur une quarantaine d'affaires, le magistrat précise qu'une partie est quasi clôturée et donnera lieu à des jugements dans le futur. Le dernier verdict en date sur le sol français est celui de l'ancien médecin Sosten Munyemana, condamné en décembre 2023 par la Cour d'assises de Paris à 24 ans de réclusion criminelle après avoir été reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Ses avocats ont annoncé faire appel. En Côte d'Ivoire, les obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans, débuteront le 20 mai prochain. Annonce faite ce lundi par le chef de l'État Alassane Ouattara à l'issue d'une rencontre avec l'actuel président du PDCI, Tidjane Thiam. On reste en Côte d'Ivoire. Il y a un mois, jour pour jour, les éléphants remportaient la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Une consécration pour le football ivoirien. Un succès qui contraste néanmoins avec la santé financière du football féminin. L'équipe nationale a dû renoncer à sa participation aux Jeux Olympiques de 2024, faute de financement. Symbole d'un football en décalage avec leurs homologues masculins, notamment en termes d'infrastructures. Le reportage de Julia Guggenheim à l'AFCA, l'Atlético Club Football d'Abidjan. Jour d'entraînement pour les filles de l'Atlético Football Club d'Abidjan. Anne-Marie Mayaki est fière de coacher les doubles championnes de Côte d'Ivoire. Ici, on saute. Pourtant ici, pas de vestiaire et un mélange de sable et de gazon au sol. Ce terrain, à quelques encablures du rutilant nouveau stade d'Ebimpé, construit pour la CAN, fait peine à voir. Pour un entraîneur qui aime le professionnalisme, on n'est pas dans de bonnes conditions. Et quand on s'entraîne sur ces genres de terrain, on est face aux blessures. Vous voyez, regardez, par exemple là. Quand on arrive parfois sur les matchs, on n'a pas l'effectif complet. Pour cause, la FIF accorde une subvention de 15 000 € par an au club féminin, soit 10 fois moins que le montant reçu par les garçons. Cynthia Djouri, la gardienne de l'équipe, a pris la parole pour dénoncer ces inégalités. Ce qui, d'après elle, lui aurait coûté sa place en sélection nationale. Aujourd'hui, c'est la sélection. Est-ce que vous m'avez vu là-bas? Ça vous dit, quand ils parlent, on te chasse. En sélection nationale, les filles ne touchent que 5 000 francs par entraînement, soit moins de 8 €. Les primes sont également ridiculement basses. Mais je ne pense pas que la fédération doit 5 000 € aux hommes qui quittent leur pays et les clubs pour venir défendre le drapeau ivoirien. Pour la Coupe du Monde, on revient de la Coupe du Monde, on nous a remis une somme de 10 000. La FIF pointe du doigt des performances insuffisantes pour attirer les sponsors et rappelle que la subvention a été multipliée par 4 à l'arrivée de son nouveau président en 2022. Aujourd'hui, notre objectif, c'est donner des résultats. On attend que les clubs, justement, par leurs compétences, leurs performances, nous emmènent à demander un peu plus et à aller plus loin. D'ici là, les filles devraient également bénéficier des retombées positives de la CAN. La CAF a annoncé qu'elle faisait don de 30 000 € pour développer le football féminin dans le pays. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'info continue.